Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 débats. Nous allons parler ce soir d'un homme au destin hors norme, Abraham Serfati, parfois surnommé le Mandela marocain. 15 ans après sa disparition, son petit-fils nous invite à relire ses écrits sur la Palestine. Bonsoir Théo Serfati. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Petit-fils donc du militant communiste, anticolonialiste Abraham Serfati, juif marocain opposé à l'ex-roi du Maroc Hassan II. Vous venez de faire rééditer ses écrits sur la Palestine aux éditions Sileps. Avec nous également Sophie Bessis. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, vous avez consacré un article à Abraham Serfati, texte intitulé « Une voix juive arabe pour la Palestine ». C'est sur le site Orient 21, on va en parler. Théo Serfati, d'abord peut-être quelques mots sur votre grand-père. Qu'est-ce qui vous a amené à vous replonger, à nous replonger dans l'histoire de cet homme, je le disais, au destin si particulier ? Déjà merci de m'accueillir, merci de nous accueillir avec Sophie pour parler de mon grand-père. C'est assez émouvant pour moi à chaque fois que je fais des rencontres, des interviews sur lui, parce que c'est une histoire assez forte qui se réimprime en moi entre guillemets. Moi, si vous voulez, on pourra peut-être y revenir, mais l'homme politique, l'intellectuel, le militant qui était mon grand-père, je l'ai malheureusement, heureusement, jamais connu. Et moi, j'ai connu le grand-père et je pense que à travers moi, il a souhaité aussi revivre un peu des liens familiales qu'il a malheureusement pas pu avoir pendant sa vie. Sa vie militante, professionnelle a été quand même marquée par l'absence auprès des siens. Et 17 ans de prison au total Ouais, 17 ans de prison, de 74 à 91, quasiment 3 ans de clandestinité, 8 ans d'exil. Et donc à partir du moment où moi je me suis politisé un peu tard, dans le milieu vingtaine, et j'ai malheureusement du coup eu la malchance de le perdre quand j'avais 18-19 ans. Et à cette époque-là, je n'avais pas vraiment conscience de qui il était, de son parcours, de l'homme, de ce qu'il incarnait. Ouais, mais quand vous entendez dire le Mandela marocain, vous vous dites quoi Forcément, ça donne un poids. Et c'est ça qui m'a amené à faire cette réédition, à faire ce travail de mémoire autour de lui. C'est que à partir du moment où je me suis politisé, à partir du moment où j'ai compris le rôle qu'il a eu pour le Maroc, pour la lutte révolutionnaire internationale et pour la Palestine également, c'est aussi la raison pour laquelle on est là. J'avais ce devoir de mémoire. Je pouvais pas laisser cette potentiellement, peut-être que quelqu'un d'autre se serait emparé de ses écrits, de sa lutte. Ouais, et c'est un sujet tellement sensible que vous vouliez aussi garder la main. C'est intéressant que vous nous le disiez. On va poursuivre sur cette question et notamment sur le conflit israélo-palestinien. Sophie Bessis, vous écrivez dans Orient 21, il est bon de se souvenir qu'il a existé des personnalités comme Abraham Serfati. Vous saluez d'ailleurs la démarche de son petit-fils ici présent. Sophie Bessis, vous l'historienne, dites-nous, qui était Abraham Serfati? Pourquoi, parfois, était-il surnommé le Nelson Mandela marocain? Écoutez, d'abord, je crois qu'il est très important, la publication des écrits de Serfati sur la Palestine est tout à fait bienvenue, dans la mesure où l'on oublie beaucoup trop souvent, surtout en Europe, qu'il a existé dans le monde arabe des Juifs qui ont défendu le droit des Palestiniens non seulement à l'existence, mais à la possession de leur État, qui ont défendu leurs droits nationaux. Donc, Abraham Serfati est l'un d'eux, il y en a eu dans d'autres pays. Lui a beaucoup écrit sur la Palestine, c'est ça qui est important, et des écrits nombreux qui s'étalent, disons, des années 1980 jusqu'à 2004, je crois, quelque chose comme ça. Donc on a toute l'évolution de la pensée de Serfati sur la Palestine qui a des constantes extrêmement intéressantes. Les constantes de la pensée de Serfati sur la Palestine, c'est d'abord la colonialité du sionisme. Il insiste énormément sur cette question de la colonialité du sionisme, tout en ayant une pensée extrêmement originale, en réalité, dans la mesure où Serfati, et c'est ce que je dis dans mon article, mais c'est ce qu'il disait aussi toujours, il est 100% juif et 100% arabe. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, et c'est une des raisons pour lesquelles il a pu avoir cette pensée extrêmement riche, disons, sur la question palestinienne. Et restez avec nous, Sophie Bessis, parce qu'il y a, et vous le dites dans votre article, des accents prémonitoires dans ce qui se passe dans cette région du monde depuis le 7 octobre, les attaques du Hamas et ensuite les bombardements massifs sur Gaza. Théo Serfati, ses écrits sur la Palestine, ils ont été rédigés, vous l'avez dit, entre 1980 et 2004, depuis sa prison de Kénitra d'abord ?
Tout à fait, ouais. Je précise juste qu'il a commencé à écrire sur la Palestine des années 60. Ouais. Il faisait partie d'une revue qui s'appelait Souffle au Maroc, qui était une revue de critique littéraire et culturelle, qui, à partir de 68, à un moment, il a rejoint l'équipe éditoriale, a pris un tournant politique bien plus fort, notamment du coup avec le numéro 15, qui était pour la révolution palestinienne. Et déjà, il écrivait sur le judaïsme oriental. Et en 77, pardon, au moment du procès, il écrit son premier livre, Lutte antisioniste et révolution arabe, qu'il poursuit, dont la majorité des concepts sont poursuivis du coup dans ses écrits, dans Écrits de prison sur la Palestine, qui sort en 92 suite à sa libération et à son exil, écrit du coup à Kenitra de 81 à 85. Et dans ce livre, dans cette réédition, on a rajouté des textes qu'il a écrits après la prison, de 92 à 2004. Ouais. Et donc qui analyse, Sophie le dit très bien dans son article, ces différents revirements par rapport à Oslo. Ouais, les accords de paix d'Oslo, oui, en 1993. Vous avez beaucoup réagi en plateau quand Sophie Bessis disait effectivement juifs et arabes, deux mots aujourd'hui qui peuvent paraître totalement à l'opposé. Vous gardez, cet héritage, vous considérez français, juif et arabe, marocain, berbère? Ouais, et russe, allemand par ma mère aussi. Enfin, je me considère plein de choses. C'est pas ce qui définissait vraiment d'ailleurs l'identité d'un individu pour votre grand-père. C'était un esprit de justice partout dans le monde. Tout à fait, et d'amour entre les peuples et de démocratie. Il le disait bien, il disait être arabe-juif, c'est être juif parce que arabe, et arabe parce que arabe-juif. Et pour lui, comme l'a dit Sophie, il était 100% juif, 100% arabe, et ces deux identités ne pouvaient pas être dissociées comme on veut nous le faire croire. Ouais. Récemment. Alors Sophie Bessis, autre point très intéressant que vous notez, et vous dites, on notera que Serfati a été l'un des rares antisionistes à faire remarquer que l'antisémitisme de certains nationalistes arabes était un problème. Selon lui, ça a clairement fait du tort aux Palestiniens. Oui, il y a deux choses très originales, à mon sens, dans la pensée de Serfati, et qui fait de lui vraiment un des penseurs de ce que l'on appelle les Juifs arabes. C'est bien entendu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la colonialité de l'idéologie sioniste, sa colonialité profonde, mais pour lui, il s'agit d'une double colonialité, d'une double oppression, c'est-à-dire l'oppression évidemment de l'État d'Israël sur les Palestiniens, puisque l'État d'Israël, le Yeshuv, d'abord le foyer juif, et ensuite l'État d'Israël leur dénie toute possibilité d'avoir des droits, mais une double colonisation dans la mesure où Abraham Serfati parle d'une colonisation des Juifs d'Orient par les Juifs européens au sein même de l'État d'Israël, c'est-à-dire oppression des Palestiniens et oppression des Juifs d'Orient. Et c'est peut-être une utopie dans la mesure où la suite des événements a montré à peu près le contraire. Serfati pense et espère plutôt, en fait, cette utopie, qu'il y ait une réunion, si je puis dire, une convergence entre les Palestiniens et les Juifs arabes pour créer autre chose que l'État d'Israël dans sa configuration actuelle. Alors Sophie Bessis, j'aimerais juste vous entendre sur, quand je disais prémonitoire, vous dites qu'il a eu quelques fulgurances, pardonnez-moi, vous disiez qu'effectivement dans cet article d'Orient 21, que le Hamas pourrait prendre la place, laissée vide par les défaites successives de la gauche palestinienne et les compromissions de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Ça aussi, il avait prévu qu'il y avait cette menace. Ce n'est pas le seul, attention. À partir du moment où, si vous voulez, l'émergence du Hamas qu'avait prévu Abraham Serfati est due à deux faits majeurs, à deux faits principaux. Effectivement, dans une configuration mondiale générale, l'affaiblissement de la gauche palestinienne du fait à la fois de ses propres erreurs et du contexte, évidemment, dans la mesure où la répression de la gauche palestinienne a été terrible, et le fait que les gouvernements israéliens successifs et surtout celui de M. Netanyahou qui gouverne à peu d'exceptions près depuis 17 ans en Israël a constamment favorisé le Hamas, ce que l'on oublie trop souvent. Mais le Hamas est à la fois, évidemment, ce sont les frères musulmans palestiniens, est une création des Palestiniens aidée par Israël, car Israël voyait
dans l'émergence et la consolidation du Hamas, la possibilité de diviser la Palestine en deux, Cisjordanie d'un côté, Gaza de l'autre, et donc de rendre tout à fait impossible la possibilité d'un État palestinien. Et ça, Abraham Serfati, effectivement, l'a vu et a vu une chose très importante, en disant, si la gauche laïque disparaît, la gauche laïque palestinienne, on pourrait dire cela de l'ensemble des pays arabes, si la gauche palestinienne, la gauche laïque disparaît, évidemment, la politique ayant, comme la nature, horreur du vide, eh bien, la place sera laissée aux idéologies de l'islam politique. Voilà. Et effectivement, cela, Serfati en a longuement parlé. Et il en a longuement parlé. Et il écrit, bien entendu, dans ses écrits sur la Palestine. Théo Serfati, beaucoup de mots lui sont accolés. On l'entend aujourd'hui, indépendantiste au Maroc d'abord, opposant marocain au roi Hassan II, anticolonialiste notamment. Pour vous, quel homme était-il? D'abord humainement, est-ce que vous avez des souvenirs de lui? Ouais, j'en ai beaucoup, mais c'est ce que je disais en introduction. Je vous disais en introduction, moi j'ai vraiment connu le grand-père, l'homme, la personne qui me faisait sauter sur ses genoux, la chaleur humaine, Sans connaître à ce moment-là les affres de la prison, le combat aussi anticolonialiste. Après, moi j'étais un enfant, je savais qu'il avait fait de la prison, je savais qu'on pouvait plus rentrer au Maroc, je savais qu'il faisait des conférences, qu'il avait fait des livres, je le savais, tout ça, qu'il y avait quand même des gens qui le respectaient pour son travail. Mais moi, j'étais un enfant, j'avais moins de 10 ans. Il est rentré au Maroc, j'avais 8 ans. Quand on est enfant, on questionne pas les acquis. Pour moi, c'était un acquis que mon grand-père était une figure de quelle que soit la figure, j'en avais aucune idée, je posais pas de mots là-dessus. Et tout à l'heure, vous disiez, je voulais me réapproprier cette histoire pour ne pas que d'autres s'en emparent. Je le disais, c'est un conflit éminemment sensible, notamment en France. Comment c'est vécu, vous, dans votre famille, dans votre entourage? Est-ce que vous avez d'ailleurs des critiques positives ou négatives? Non, je voulais pas forcément que d'autres s'en emparent. Je voulais ne pas laisser aux affres de l'histoire la possibilité ou non que quelqu'un réédite ses œuvres et travaille sur lui. C'est ça que je voulais pas laisser au hasard de l'histoire. Selon vous? Pourquoi il faut le lire? Parce que, comme l'a dit Sophie, il a des fulgurances prémonitoires et par rapport à toute cette horreur qui se passe dans cette région depuis des dizaines d'années, il avait fixé quelques prérequis à l'avènement de la révolution palestinienne et à une sortie de crise, si on peut le dire. Et ces prérequis-là n'ont pas été suivis. Et on en est dans l'horreur dans laquelle on est aujourd'hui. Le sionisme nous fait arriver dans l'horreur dans laquelle on est aujourd'hui, cautionné par quasi la totalité des dominants de ce monde, pas des peuples. Malheureusement, les peuples ne sont malheureusement pas. Vous avez eu des critiques? Pardon, je n'ai pas répondu à votre question. Non, aucune. Dans la famille? C'est aussi pour ça que j'avais ce sentiment de devoir, c'est que je l'ai fait pour mon père, je l'ai fait pour mon grand-père aussi, parce que mon grand-père n'a eu qu'un fils, mon père n'a eu qu'un fils, moi en l'occurrence. Je suis fils unique, j'ai pas de cousin, j'ai pas d'oncle ou de tante, et encore une fois, j'avais pas le choix entre guillemets de rééditer ces œuvres-là si je ne voulais pas que son nom soit effacé de l'histoire. Et comme le dit très bien Sophie, et dans son livre et dans l'article, la part juive du monde arabe est une part ultra importante qu'on passe sous silence, et que c'est un autre narratif qu'on ne veut pas voir pour servir les intérêts de certains au Proche-Orient. Merci beaucoup Théo Serfati et merci beaucoup Sophie Bessi. Sophie, juste peut-être en 10 secondes, vous êtes historienne, mais j'adresse à la femme que vous êtes, à la militante féministe aussi, à l'historienne. Vous l'aviez rencontrée, vous? Abraham Serfati? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Je suis loin, je vous parle de Tunisie. Est-ce que vous l'avez rencontré, Abraham Serfati? Oui, bien sûr, je l'ai bien connu. Quel homme était-il en quelques secondes? À partir du moment où il est venu, à l'époque de son séjour en France, après sa libération, son expulsion au Brésil, puisque le souverain marocain de l'époque avait décidé qu'Abraham était brésilien. Donc, je l'ai rencontré très souvent en France. Et après, quand il est rentré au Maroc, je l'ai rencontré également parce que j'allais assez souvent au Maroc, dans sa résidence de Mohammedia.
J'y suis allée à plusieurs reprises, voilà. Merci. Sophie, du coup. Voilà, vous ne connaissiez pas en tous les cas. Voilà, Théo Serfati disait il faut qu'on s'en parle. Écrit sur la Palestine, donc préface de Michel Khleifi et de postface de Tedek. C'est aux éditions Célèbres. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Plateau et merci à Sophie Bessis. Voilà pour cette page consacrée à donc cet homme, pas forcément connu, on le disait, du grand public, et qui donne à être connu si on veut comprendre l'histoire notamment du Maroc, mais aussi donc de l'histoire entre juifs et arabes.